Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je m'appelle Alex Saraf. Je suis votre animateur des radios. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur en septembre 2017. À l'émission Témoignages de vie, qui est une émission humaine, une émission de radio humaine centrée sur l'être humain, j'ai le privilège et le grand honneur et le bonheur de recevoir des invités qui sont inspirants, rayonnants et résilients. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission Témoignages de vie Pascale Piquette. Bonjour Pascale Piquette. Bonjour, je suis ravie de cette invitation. Oui, mais ça me fait plaisir. Comment ça va? Bon, est-ce qu'on se tutoie ou on se voit? Ouais, on va se... On va se tutoyer. Comment vas-tu? on était côte à côte pour faire les signatures de livres quand tu as sorti le tien. Oui, exactement. Donc, on s'est rencontrés dans les salons du livre de Montréal. Et je me rappelle, dans le temps, j'avais acheté le Syndrome de Tarzan, la première édition. J'ai prêté ton livre parce que je le recommande fortement. J'en parle souvent aux gens que je connais, qui souffrent de dépendance affective. Et je l'ai prêté à quelqu'un. Je me rappelle même pas c'est qui, il y a quelques temps. Donc, j'ai racheté ton livre, le Syndrome de Tarzan, sur Amazon, qui est génial. En fin de compte, Amour en supplément, la édition revue augmentée. Et j'aime beaucoup aussi tes autres livres, donc on va en parler aujourd'hui. Donc, étant donné qu'on est dans la même maison d'édition comme auteur chez Béliveau Éditeur. Donc, je vais te présenter à nos auditeurs, à nos auditrices qui vont écouter cette émission à Radio Webfray et peut-être aussi à CJMD un jour, on sait pas encore, on verra rendu à la suite. Donc cette émission de radio, en fin de compte, la vidéo de cette émission de radio sera aussi diffusée sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio, conférencier. J'invite tout le monde à s'abonner à ma chaîne YouTube Alex Saraf, auteur animateur de radio, conférencier. Vous pouvez aussi me rejoindre en fin de compte par courriel alexsaraf341@gmail.com et je suis aussi, la vidéo va être aussi sur les réseaux sociaux puis la publicité pour cette émission de radio sur LinkedIn et sur Facebook. Donc tu es Pascale Piquette, tu es autrice en fin de compte, auteure qu'on dit de plusieurs livres, de 5 livres et tu as coécrit 7 en tout, oui c'est vrai. Je suis au 7e. Si la libido pouvait parler, c'est le 7e. C'est le 7e. Est-ce que tu comptes là-dedans celui que tu as coécrit avec Marilyn Petit aussi, là? Oui. Ok, parfait. En fait, il y en a aussi un qui a été juste vendu en numérique sur mon site web qui s'appelle Pourquoi récupérer son ex? Point d'interrogation. Ok, je ne l'ai pas vu, c'est génial. Ok, ouais, je comprends. C'est ça. Donc ça fait faire un travail sur soi-même quand on a rompu, soit on a été viré. Et ça fait le tour de la question pour savoir si c'est une bonne idée de récupérer l'ex ou s'il ne vaut pas mieux récupérer sa dignité. Donc chacun décidera à la lecture de ce e-book qui est sur mon site www.pascalepiquet.com et sinon en papier. Oui. Je suis au 6e en papier et au 7e en comptant le numérique. Parfait. Donc, merci Pascale Piquet. C'est vrai, en québécois, on dit Piquette, mais c'est Piquet. Alors, Pascale Piquet, oui, merci de l'avoir précisé. J'aurais dû te demander avant. Donc, Pascale Piquet, on va en parler de ce livre-là numérique, là, parce que c'est quand même intéressant pour ceux qui veulent reprendre avec leur ex. Est-ce que c'est une bonne idée, selon toi, ou pas? Donc, on va en parler aussi du Syndrome de Tarzan que j'adore comme livre. C'est un bijou. C'est un best-seller. Il s'est vendu à combien d'exemplaires? Aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 35 000 exemplaires en Europe et au Québec. Mais tu sais, en fait, ce livre raconte ma vie avec beaucoup d'humour. Oui. Mais en fait, toutes les personnes qui sont en déséquilibre affectif, elles vivent la même chose. Elles font la même chose. Oui. Toutes les personnes heureuses font la même chose pour être heureuses. Toutes les personnes en déséquilibre affectif vont tomber dans les mêmes pièges. Ce qui fait que je raconte toute ma vie avec beaucoup d'humour et je me moque de moi-même et c'est authentique mais humoristique. Ce qui fait que les gens se reconnaissent dans mes frasques, pas dans toutes, parce que faut dire que j'étais assez gratinée, comme on dit en France. J'ai été assez impactée par la dépendance affective, on va dire. Oui. Mais mes lecteurs se reconnaissent dans
plusieurs parties ou quelques petites parties. Et souvent, j'ai ce commentaire, vous avez mis une caméra chez moi ou quoi? Ou alors ils me disent, mais j'aurais pu écrire votre livre. Ou alors, mais vous racontez ma vie. Et en fait, les gens se croient très isolés quand ils sont pris dans ce genre de piège et dans ce genre de filet, parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls. Et surtout quand l'entourage leur dit, mais t'es fou ou quoi? T'es folle ou quoi? Pourquoi tu restes avec cette personne qui te nuit, qui te détruit? Tu devrais t'en aller. Et ils subissent des jugements vraiment très agressifs. S'ils pouvaient s'en aller, on s'entend qu'ils s'en iraient. Mais quand tu es pris dans le filet de la dépendance affective et émotive, bah, tu peux pas t'en aller comme ça. Oui, bien sûr. Donc, on va en parler de la dépendance affective aujourd'hui. Donc, comme j'avais dit, Pascale Piquet, tu es autrice, tu es aussi conférencière, coach certifié, en fin de compte, post-maître en PNL, programmation neurolinguistique. Es-tu une femme de communication et de médias? On va parler de ta collaboration dans les médias à travers les années. Tu es aussi chroniqueuse de radio. Tu l'as été dans plusieurs stations de radio et tu continues aussi de faire tes chroniques de radio. Donc, on va en parler de ce best-seller-là qui est un bijou, le syndrome de Tarzan. OK? Donc, c'est Libérez-vous des liages de la dépendance affective, Pascale Piquet, chez Béliveau Éditeur. La première édition, c'était en 2011, je crois, puis la seconde... 2007. 2007? Oui, c'est parce que, tu sais, aujourd'hui, les coachs se ruent sur la dépendance affective. Comme je le dis avec humour, tu secoues un réverbère, il y a 10 000 coachs sur la dépendance affective qui tombent du réverbère, ou tu secoues un arbre, il y a 15 000 livres qui sortent par semaine. Mais moi, là, depuis 2005, je suis sur le sujet. Depuis 2007, j'écris des chroniques sur machronique.com, qui est sur le web. Et en 2007, j'ai sorti le syndrome de Tarzan et depuis, c'est ma spécialité, mon fer de lance. Donc, c'est fondé sur mon expérience de vie que je raconte dans mon livre et qui me légitimise dans le fait d'être la spécialiste parce que depuis 2005, je coach des personnes qui sont prises dans ce piège. Et il faut savoir que ce piège, c'est le manque de confiance et d'estime qui touche 98% de la population et qui pousse dans toutes sortes de pièges. Donc, je connais le sujet pour l'avoir traversé, je l'ai traversé, terrassé, je le connais pour avoir eu plus de 1500, 1800 clients, pour avoir donné des conférences. En fait, je communique par tous les moyens possibles et imaginables sur ce sujet pour faire comprendre au public qu'il a droit au bonheur, que le bonheur est là pour tout le monde et que quand on est mal programmé, qu'on est parti dans la mauvaise direction, il y a un moyen de se ramener. On peut se ramener dans la bonne direction. Je l'ai fait. Et je suis un bon guide maintenant pour ceux qui veulent le faire aussi. Oui, bien sûr. Ce livre-là a été édité combien de fois? Parce que moi, j'ai vu sur renaudbré.ca ou .com, j'ai vu que c'était 2011, ensuite c'était 2015. Combien de fois il a été réédité? Est-ce que tu t'en rappelles? J'en ai aucune idée. Je pense que c'est 5000 par 5000 exemplaires, donc une multitude de fois pour être arrivé à 35 000. C'est ça devait être réédité. Je suis nulle en calcul, Alex, mais là, je pense qu'il y a une multitude de fois. C'est ça. Mais il faut savoir aussi qu'un livre, en moyenne, est lu et prêté à une autre personne. Donc, ça fait 2 lecteurs, celui qui l'achète et celui à qui il le prête. Oui. Entre 2 et 3 personnes. Donc, tu peux multiplier 35 000 par 2. Et puis, surtout, comme je le dis avec humour, un livre comme ça, souvent, on va surligner des phrases choc. On va, c'est comme une espèce de Bible, toute proportion gardée. Et si vous prêtez votre livre, moi je le dis souvent, un livre de prêté, c'est un livre de perdu. Parce que soit vous le prêtez à quelqu'un en lui disant tu vas voir ça va te faire du bien, lis-le, puis il s'en fout complètement, donc il va le prendre, il va l'oublier quelque part et il vous le rendra jamais. Exactement, c'est ce qui m'est arrivé. Et moi ce que je conseille pour faire vivre les libraires et pour faire vivre les auteurs, on n'a que 1% par livre, et pour faire vivre les éditeurs, eh bien un livre de prêté c'est une vente de perdu aussi. Donc au lieu de prêter votre livre et de risquer de le perdre, vous feriez mieux de proposer à quelqu'un de l'acheter en disant si tu veux lire un bon livre, il y a celui-là et laissez-le aller l'acheter, comme ça vous ne perdrez pas votre livre. Et puis, si la personne veut faire la démarche, elle ira l'acheter. Exactement. Puis on sait que le 12 août, c'est J'achète un livre québécois
tous les livres québécois sont à 50% de rabais pour le panier québécois bleu, là. Donc, il faut aussi encourager les lecteurs québécois. Toi, tu es française, bien sûr. Donc, franco-canadienne, parce que maintenant, franco-canadienne, ok. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait 23 ans que je vis au Québec. Oui. Franco-canadienne. Et tu préfères le Québec? Je veux pas, c'est génial. Oui. Sans nulle comparaison. Écoute, ici, je vis à Saint-Jean-de-Mata, dans un village de 5000 habitants où on me connaît depuis 23 ans. On m'appelle la Française, mais moi, ça me plaît bien qu'on m'appelle la Française. Oui. Je l'ai mérité, ce titre. Je l'ai mérité. Et je connais les commerçants, je connais tout le monde. Donc, c'est un environnement extraordinaire. J'ai une propriété de 90 acres. Je vis dans une immense maison où je reçois des clients pendant une semaine ou pendant 2 jours. Ou alors, je fais du coaching par Skype. Ça, c'est pour rayonner dans le monde entier. Mais quand j'ai des étrangers qui viennent passer une semaine avec moi de tous les pays, ils sont enchantés. Le Québec est enchanteur. Le petit village de Saint-Jean-de-Mata est enchanteur aussi. Ils sont complètement dépaysés et ça fait partie du service que je rends au niveau du coaching. C'est de faire du tourisme, de mettre les gens en contact avec la population, avec mes amis et de faire du coaching entre-temps. Et il y a aussi des activités surprises qui sont en faveur du bien-être. Donc, ils sont pris en charge complètement pendant une semaine, mais ils veulent plus revenir. Comme je leur dis, il va falloir que je vous attache au siège de l'avion parce que vous voudrez plus retourner chez vous. Et en fait, je comprends. Est-ce que tu es allé au Salon du livre de Paris? Oui, j'y suis allée à plusieurs reprises. Oui, génial. Normalement, j'y serai en 2025. Ok, parfait. Oui, quand cette émission sera diffusée en 2025, il y aura aussi une rediffusion 2 ans après. Donc, ceci étant dit, oui, tu es la spécialiste. Félicitations. Je voulais t'avoir comme invitée en tant que spécialiste de la dépendance affective. Ça prend des spécialistes pour le sujet. C'est une belle référence québécoise, européenne aussi, dans le monde entier sur la dépendance affective, la spécialiste de la dépendance affective, Pascale Piquet. On va en parler de ce livre-là. Il y a eu la première édition et en fin de compte, il y avait aussi l'édition Amour en supplément. En 2015. En 2015, c'est ça. En 2015, je l'ai vu sur le site de Renaud Bré. Donc, ton histoire, en fin de compte, tu as vécu de la dépendance affective pendant combien d'années? Je ne sais pas si on peut dire pendant combien d'années, mais je peux dire à quel moment ça s'arrête. Ok, mais ça a commencé il y a combien d'années de cela? En fait, c'est insidieux parce que ça repose sur ton enfance. C'est-à-dire que dès ta naissance, tes parents te doivent, parce que les parents ont des devoirs et les enfants des droits, tes parents te doivent reconnaissance, affection et protection, ce qui fait que ça développe ta confiance et ton estime au fur et à mesure que les années passent. Et quand tu quittes tes parents, tu es censé avoir déjà une confiance et une estime qui vont te permettre de voler de tes propres ailes. Et ensuite, ce que je dis, c'est que l'expérience entraîne la confiance, qui entraîne la victoire, qui entraîne l'expérience, qui entraîne la confiance, qui entraîne la victoire. C'est ainsi que on forge notre confiance grâce à notre expérience et qu'on vole de nos propres ailes. Oui. Ça, c'est dans un monde idéal, pas un monde parfait. Mais cependant, si les parents donnent trop reconnaissance, affection, protection, pas du tout, pas assez ou mal, ça va venir impacter la confiance et l'estime et on va partir avec une roue voilée sur un vélo, si tu veux. Et plus on va prendre de la vitesse, plus on va prendre le risque de se casser la figure parce que cette carence affective va provoquer un grand vide à l'intérieur et ce grand vide va nous pousser dans toutes sortes de compulsions et dans la volonté de remplir ce vide avec d'autres personnes. Et voilà que c'est installé. Alors, si tu veux, moi, si j'ai pas été consciente que j'avais une enfance un petit peu compliquée, je me suis pas rendu compte. Je me suis retrouvée quand même en pension à l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 15 ans, en colonie de vacances à l'âge de 3 ans, enfin bref. Il y avait quand même une défection, on va dire, de la part de ma mère dans le rôle qu'elle avait à jouer vis-à-vis de moi, n'est-ce pas? Elle était plutôt un adjudant-chef qu'une mère. Mais bon, j'ai pas eu la sensation d'avoir souffert. J'ai commencé ma vie affective. Eh bien, je butinais, mais je ne me rendais pas compte que je n'avais aucune émotion. Et là, évidemment, je deviens une grande séductrice parce que étant plutôt moche quand j'étais gamine, à 20 ans, boum, je me transforme et je me rends compte que j'ai du pouvoir sur les hommes, je deviens séductrice. Alors là, je m'amuse beaucoup, Alex, parce qu'à l'âge de 23 ans, je vais à Paris, à la capitale, alors que je venais du sud-ouest de la France, à moi la liberté, je m'amuse beaucoup. Là, jusque-là, tout va bien. Aucun symptôme de rien du tout. Je refuse de voir un garçon 2 fois parce que je veux pas m'engager et puis je veux m'amuser. Oui. Jusqu'au jour où je tombe sur le père de ma fille à l'âge de 27 ans qui est au même degré de déséquilibre que moi et boum, lui,
il m'accroche. Et il m'accroche parce que il faut savoir que dans un couple en déséquilibre affectif, il y en a un qui donne et l'autre qui prend. Oui, je l'ai lu dans le livre. Oui. Exact. Et moi, j'étais celle qui prenait. J'étais ce qu'on appelle le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace qui gobent tout et qui rendent de rien. Moi, je n'avais aucune émotion. Pour moi, les garçons, c'était des friandises. Et puis voilà, les hommes, je ne m'attachais pas. Je m'amusais, je butinais, j'étais une séductrice. Je choisissais les gars qui me plaisaient, puis je les séduisais. Et puis voilà, la vie était belle. Tu sais, le style la cigale. Oui. La cigale. Donc pour moi, c'était l'été, toute l'année, la cigale. Jusqu'à ce que je tombe sur le père de ma fille. Et là, je dégringole parce que là, je m'accroche à lui. On est au même niveau de déséquilibre, mais là, c'est lui le trou noir. Et c'est moi le desperado, celui qui donne désespérément dans l'objectif désespéré d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais, l'amour. Donc je cours après, je veux faire son bonheur. Il a 10 ans de plus que moi. Et je veux faire son bonheur à tout prix. Je me casse la figure monumentalement. Je souffre. On n'arrête pas de rompre. Il revient. En fait, il était dans une autre relation. C'est abracadabrant. Là, je souffre. Et je me rappelle une amie, entre guillemets, qui m'avait dit, t'as mangé ton pain blanc, hein? Et ben maintenant, tu manges ton pain noir. Et c'était vrai. Jusque-là, je m'étais amusée. Mais alors là, j'ai commencé à en baver. Je finis quand même par l'épouser. Mais bien sûr, parce que je veux faire son bonheur. Oui. Je l'épouse. Il me trompe dès le début du mariage, je tombe enceinte la nuit de noces, il prend une maîtresse, c'est abracadabrant. Oh my God, oui, je l'ai lu, oui. Violence conjugale, c'est moi qui attaque au moment où j'en peux plus, j'essaie de le tuer parce que j'en peux plus. Son ex-conjointe me harcèle, sa maîtresse me harcèle, lui il me harcèle, il veut pas sortir de la maison. C'est comme ça du 6e mois de grossesse à la naissance, de la naissance à 2 mois de naissance de ma fille. Et à un moment donné, je disjoncte, j'en peux plus, je lui saute à la gorge. Après ça, eh bien, il y a une première dépression parce que évidemment, tous ces événements empilés, c'est pas facile de se relever. Avec la grossesse au milieu. Je réussis à divorcer. J'avais un mari de 10 ans de plus que moi, ça a été une catastrophe. Qu'est-ce que je fais, Alex? Je deviens cougar, je vais chercher des petits jeunes. Ah oui, tu es devenue une femme cougar. Et oui, tu te rappelles, j'ai 38 ans et puis là, je vais vers des petits jeunes entre 18 et 25 ans. Pourquoi 18-25, je ne sais pas. Et là, je butine, je me dis qu'il n'y a pas de danger. Et vraiment, je tombe amoureuse, entre guillemets, donc je tombe dans les filets d'un gars de 15 ans de moins que moi. Oui. Et c'est parti pour un tour, je crois qu'il est mieux que l'autre parce que mon mari, c'était un modèle 1952, 10 ans de plus que moi, et ça avait été une catastrophe. Donc, qu'est-ce que je fais, mon cher Alex? Je prends un modèle 1975, 15 ans de moins que moi. Je crois que c'est un modèle tout neuf, avec toutes les options. Ben, il est pire que l'autre. Il est pire que l'autre. Et c'est reparti pour un tour. Je repars dans les catastrophes abracadabrantes. Violence conjugale, on se tape dessus. Violence conjugale, mais c'est moi qui attaque, hein, faut le savoir. Mon mari, il essayait juste de se protéger. Le deuxième, je comprends. Le deuxième, il rendait les coups. Donc, c'était des matchs de boxe. Mais comme j'ai été une première femme jockey en France, que j'ai pratiqué les arts martiaux, que j'ai eu une vie abracadabrante, il faut dire que je suis assez physique. Bien que, étant pas très grande et pas très grosse, on va dire, mais je suis assez physique, donc ça finit toujours en bagarre. J'ai la bonne idée de l'emmener ici au Québec après une deuxième dépression avant de venir ici. Je l'emmène avec moi. Et puis ben, j'arrive au Québec en 2001. Oui. La relation est abracadabrante, mais je décide qu'il faut que j'aille au Québec pour relancer ma vie. Et je me dis, j'arrive au Valhalla, j'arrive au paradis. Le Québec, c'est fantastique. Je laisse tous les fous en France. Je fais un reset et là, la vie est à moi. Je vais avoir 40 ans. J'ai acheté une propriété, j'ai un job. Le deuxième conjoint vient avec moi. Le paradis. Et bien, non. Eh ben non. J'arrive en mars. En juillet, je fête mes 40 ans et ma vie commence à dégringoler. Violence conjugale avec le deuxième, c'est relation abracadabrante. Je finis par réussir à le mettre dehors, mais je suis anéantie. Troisième. Mais cette fois-ci, j'ai plus de travail, j'ai plus d'argent, j'ai plus de conjoint. Je suis dans un pays que je connais pas, j'ai pas d'amis. Je suis endettée par-dessus la tête et je suis en anxiété généralisée. Je suis vraiment physiquement à genoux par terre. Je ne peux plus respirer. Je suffoque. Je ne suis pas malade. Je n'ai pas eu d'accident. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et là, j'ai peur. Là, je me dis, là, je vais crever. Je vais crever. Je comprends. Et puis, ben, je suis allée vers le shiatsu, la manupuncture, parce qu'il fallait m'aider à calmer la colère, parce que je savais que si c'était un conjoint, j'allais le tuer. Là, il y en a un des deux qui allait rester sur le carreau. J'étais enragée. Oui, je comprends. Enragée. Et alors, évidemment, je bois. Je mets le nez dans l'alcool parce que... Oui, je l'ai lu dans le livre, l'alcoolisme, oui. Oui, bah, c'est un anxiolytique génial, c'est-à-dire que
je bois du vendredi soir au lundi matin. Oui. Mais la semaine, j'ai compris qu'il fallait pas que j'y touche, Alex. Et là, ma fille était petite, puis à un moment donné, elle me dit, maman, bon, quand on boit trop d'alcool, on est alcoolique. Je dis, oui, ma chérie. Elle me dit, mais quand on boit de l'eau, je dis, ben, on est hydraulique. Donc, Oui. hydraulique du lundi au vendredi soir. Oui. Du vendredi soir au lundi matin, alcoolique. Oui, je comprends. Mais ça m'a aidé à gérer l'anxiété parce que c'était épouvantable. Oui. Ça m'écrasait la cage thoracique, c'était affreux. Et je finis par réussir à me libérer du deuxième conjoint par la force des baïonnettes. C'est la police qui est venue le chercher. Oui. Et puis, à partir de là, commence la reconstruction. C'est-à-dire que Oui. quelqu'un me parle de PNL et la suite est que je suis tombée dans la PNL comme Obélix dans la potion magique et que j'ai compris vers où m'en aller. À partir du moment où je me suis libérée de ma névrose de 6 pieds 2, n'est-ce pas, que j'ai réussi à le sortir de chez moi, Oui. j'ai commencé à me reconstruire. Ça a été lent parce qu'il a fallu que je me reconstruise, il a fallu que je fasse 4 ans d'études pour avoir mon post-maître en PNL, plus d'autres cordes à mon arc. Et c'est pas parce que j'ai cloué sur ma porte la pancarte coach certifié que les gens se sont rués sur moi, bien sûr. J'ai écrit le livre. Et puis, ce livre, j'ai eu 4 propositions d'éditeurs, un européen et 3 québécois pour le manuscrit Le Syndrome de Tarzan. Et puis, j'ai choisi Béliveau. J'ai fait un mariage d'amour avec les éditions Béliveau Éditeurs. Et puis, je suis depuis chez eux depuis 2007. Génial, oui, génial. Donc, tu t'es reconstruit, tu es une personne en fin de compte résiliente malgré toute cette épreuve-là. C'est vrai, c'est les liages de la dépendance affective, comme Tarzan, qui s'accroche au liage, ça veut dire au fil, parce qu'il veut pas tomber dans le vide. Je l'ai lu dans le livre, et c'est comme si on a un vide intérieur quand on a cette dépendance affective, puis on voudrait le combler parce que quand on est avec l'autre personne, on ressent une grande joie. Ça veut dire de l'euphorie, puis quand on n'est pas avec l'autre personne, on ressent un grand vide intérieur, puis on voudrait le combler, puis on voudrait en fin de compte ne plus exister, puis mourir, puis oui, c'est des relations rock and roll, comme on dit, des relations difficiles aussi, tumultueuses là. Il peut y avoir de la violence, de la jalousie extrême aussi, c'était quand la journée que tu t'es dit Pascal Piquet, je me prends en main. C'est quoi le déclic qu'il y a eu? C'est quoi cette introspection? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme la journée, c'est quand la police est arrivée que tu t'es dit, il faut que je me prenne en main. Qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Non, cette journée-là, j'étais ravie d'être débarrassée d'un sacré fardeau, mais je me souviens, je ne saurais pas le situer dans le temps, mais je me souviens qu'un matin, je me suis levée et je me suis dit textuellement, c'est fini. Je ne servirai plus de serpillière à personne. Et une serpillière en France, c'est une vadrouille. Tu sais, c'est pour nettoyer les planchers. Oui, je comprends. Ou un tapis welcome ou un paillasson. Et là, j'ai dit, c'est fini. Je ne servirai plus de paillasson à personne, ni de serpillière, ni de vadrouille. Ça s'arrête là. À partir de là, j'ai commencé à me respecter. Et en écrivant le syndrome de Tarzan, c'est-à-dire qu'au début, je voulais juste raconter mon histoire. Je ne savais pas du tout où je m'en allais. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit, et tu le sais aussi, on est connecté, on est en transe, et je pense qu'on reçoit des informations d'ailleurs, parce que j'en revenais pas d'avoir écrit ce livre en 2015 quand je l'ai rafraîchi, j'en revenais pas d'avoir affirmé de telles choses en 2007. Et en écrivant ce livre, ça n'a pas été une thérapie pour moi, tu sais, je me libère de choses qui m'ont fait souffrir. Non, ça a été pour moi un moyen de comprendre ce qui m'était arrivé, parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais, je comprenais. Et là où j'ai ramassé vraiment la plus grande claque de ma vie, en écrivant le livre, c'est quand j'ai compris que j'avais le même problème que mes conjoints. Parce que moi, je me vantais que les extrêmes s'attirent et que je savais que j'attirais des grands déséquilibrés. Autant dans ma vie professionnelle, j'en parle dans la jungle des comportements humains, j'attirais autant des fous dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée. Mais j'étais persuadée que c'était mon grand équilibre qui attirait les grands déséquilibrés. Donc, plus j'attirais des fous, plus je me sentais équilibrée. Jusqu'au moment où, dans le livre, j'écris que, ah mais non, mais pas du tout. C'est que je suis au même niveau de déséquilibre qu'eux. Et là, je t'assure, comme on dit au Québec, j'ai pris un coup de batte dans le front. Un coup de batte dans le front. Je dis, mais j'ai le même problème. On avait le même problème. On est au même niveau, mais on ne le manifeste pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend tout et l'autre qui donne tout. Il y en a toujours un qui domine. Mais dans le même couple, on peut alterner, ou d'un couple à l'autre, on peut alterner, parce que c'est je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Donc dès qu'il y en a un qui a peur de perdre l'autre, il va se rendre esclave et l'autre va le dominer. Donc la dépendance affective que j'appelais le syndrome de Tarzan, c'est de rester agrippé à une liane toute sa vie à quelqu'un
par peur de tomber dans le vide affectif, donc on s'agrippe à cette liane, ou de passer d'une liane à l'autre. Mais ça ne signifie pas que c'est réservé aux relations affectives. Ça veut dire aussi que vous pouvez rester agrippé à la drogue, à l'alcool, à la bouffe, au sexe, au jeu, au travail, et j'en passe et des meilleurs. Parce que le vide qui a été créé dans l'enfance par manque de reconnaissance, affection, protection, ce vide, on le remplit par des compulsions et ou par d'autres personnes. Oui. Donc, la personne qui est alcoolique ou droguée et qui se moque de ceux qui sont en mauvais couple, elle pense qu'elle n'est pas du tout en carence affective, puisqu'elle n'est pas en relation affective. Ben si. Oui. Elle est en relation avec son alcool, sa drogue, son jeu, son sexe, tout ce que tu veux. Oui. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs répercussions au vide que l'on ressent, qui est le manque de confiance et d'estime, et que ça n'est pas uniquement relié à l'affectif. Alors, évidemment, c'est pour ça que j'ai distingué la dépendance affective, qui est la carence affective qui te pousse dans le vide, qui te pousse dans les compulsions et dans les mauvaises relations, et la dépendance émotive, parce que tu es émotivement relié à un autre être humain. Et pas uniquement à travers le couple, ça peut être émotivement relié aux enfants, aux parents. On peut remplir le vide avec nos enfants, nos parents, nos amis, la famille élargie, les patrons, les collègues de travail, et même les inconnus, à travers la peur du jugement. Avoir peur d'être jugé par des inconnus, ça va jusque-là. Oui, donc c'est vrai que qu'est-ce que tu dis, Pascal Piquet, parce que premièrement, moi j'avais eu le plaisir, en fin de compte, de jaser à un moment donné avec Jenny Harvey, qui est sexologue clinicienne, qui a le baccalauréat en sexologie, puis la maîtrise en sexologie. On s'est rencontrés dans une formation. Et elle avait dit qu'il y a en fin de compte deux hypothèses, deux théories en fin de compte par rapport à la dépendance affective. La première, comme tu la nommes, tu as nommé les deux en fin de compte. La carence affective, ça veut dire le manque de reconnaissance, d'affection, d'amour que l'on a vécu pendant l'enfance. Donc, on va aller le chercher désespérément pour combler ce vide-là. Ou ça peut être des gens qui ont eu beaucoup d'amour et d'affection. Donc, ils s'en vont chercher dans ce qu'ils connaissent en fin de compte, là. Oui. Et c'est de la codépendance, c'est ça ce que tu dis, parce que toi, tu pensais que tu étais équilibré, parce que tu es avec quelqu'un qui est en déséquilibre, mais c'est de la codépendance, parce que toi, tu restes, puis lui, il reste aussi, là. Mais le mot codépendance, c'est parce que, en fait, dans un avion, tu as un pilote et un copilote. On s'entend qu'il y en a un qui pilote et l'autre qui boit un café pendant ce temps. Ouais, c'est ça, exactement. Mais dans la dépendance affective émotive, on va dire en couple, dans la dépendance émotive, les deux sont au même niveau, il n'y a pas de co, il y en a deux. Ça se joue par équipe de deux, c'est comme jouer au tennis. Si tu joues au tennis contre Djokovic, tu vas trouver le temps long parce que les balles vont te passer au-dessus des oreilles, t'en rattraperas pas une. Oui. Si tu joues au tennis contre un non-voyant, il t'en renverra jamais aucune de balle, donc tu vas t'ennuyer, tu vas quitter le cours. Donc il faut vraiment être au même niveau de déséquilibre. On va pas le manifester de la même façon, mais on est au même niveau de déséquilibre. C'est ça qui est sidérant. Parce que si t'es plus haut ou plus bas, le couple marchera pas. Et une personne équilibrée ne t'attirera pas, et vice versa. Donc c'est fabuleux de constater que ça se joue par équipe de deux systématiquement, mais par équipe de deux, avec deux personnes qui sont au même niveau de déséquilibre. Mais le desperado, souvent le desperado, celui qui donne tout, il est penché à du 220, c'est-à-dire qu'il est un hypersensible, il grimpe au rideau toutes les 2 secondes, parce qu'il est tout le temps brimé, broyé, humilié, brisé, alors que l'autre, il s'est coupé de ses émotions. Le trou noir affectif se coupe de ses émotions, mais il pique. Il pique le desperado qui grimpe au rideau, et le trou noir lui dit, tu vois bien que t'es cinglé. Oui. T'es hystérique. T'es hystérique, tu vois bien que t'es cinglé. Alors que lui, il bouge pas. Donc, ça se joue comme ça. Et c'est sûr que le trou noir fait passer l'autre pour un fou. Oui, c'est ça. Donc, il peut avoir de la violence aussi psychologique, verbale, etc. Donc, c'est comme, tu en parles dans le livre, le desperado et trou noir affectif. Donc, la différence, c'est que j'avais compris un peu ça. Je vais te demander d'enchérir. Le desperado, c'est celui qui donne tout parce qu'il espère à un moment donné être aimé. Il achète l'amour, en fait. Il veut acheter l'amour. C'est celui qui donne tout sans compter, en espérant qu'à un moment donné, on va le reconnaître, l'aimer, en fin de compte, lui donner de l'amour et de l'affection. Et trou noir affectif, c'est celui qui prend. Ça veut dire un trou noir, ça veut dire qu'il comble ce vide-là. Comme les trous noirs dans l'espace, c'est ça. Ouais, exactement. Ça simplifie le triangle de Cartman, parce que les gens s'en mêlent. Oui. Il y a deux êtres humains, mais il y a 3 rôles, et ça c'est compliqué. Alors que si tu comprends que il y a celui qui prend tout et celui qui donne tout, ça veut dire que si celui qui donne tout, il en a marre et qu'il s'en va, l'autre, il va lui donner. Donc, on change, on alterne. Oui. On peut alterner dans le même couple. Il y en a un qui donne, l'autre qui prend. Quand celui qui donne, il en a marre, il veut s'en aller, c'est le trou noir affectif qui va se mettre à tout lui donner pour le récupérer. Oui. Et puis après, quand l'autre va revenir, il va redevenir trou noir affectif. Donc, il n'y a que 2 rôles.
Il y a celui qui donne et celui qui prend et on alterne suivant les conditions. C'est d'une logique implacable parce que en dépendance affective, il y en a toujours un qui domine. Ce qui est faux dans les couples harmonieux. J'aime pas dire le mot équilibré, ça veut rien dire équilibré. En harmonie, oui, je comprends. Mais les couples harmonie amoureuse, oui. C'est ça. Si t'es en harmonie avec toi, tu es avec une personne qui est en harmonie avec elle-même, on va faire un couple harmonieux. On va pas dominer. On veut pas dominer. C'est pour ça que je distingue les dominants des dominateurs et des dominés. Parce qu'un dominant, il domine personne, il est dominé par personne. Alors qu'un dominateur, il va se laisser dominer, il va alterner, même dans la vie professionnelle, sociale et privée. Un dominateur peut passer de dominateur à dominé. Un dominé, il y en a qui vont rester dominés toute leur vie. Mais il y en a qui passent, suivant, s'ils tombent sur plus dominateur qu'eux, ils se couchent. Tu vois, par exemple, tu imagines, tu as un patron qui est dominateur, mais le patron dominateur, il est dominé par sa femme. La femme dominatrice, elle est dominée par sa mère. La mère dominatrice est dominée par son mari. Et son mari, il est dominé par son chien. Tu vois? Donc, ils alternent. Un dominateur est toujours dominé par quelqu'un d'autre. Toujours. Oui. Donc, je veux juste essayer de comprendre puis que les gens aussi comprennent, ceux qui vont écouter cette émission de radio et voir la vidéo sur YouTube. C'est que, mettons qu'il y a deux desperados qui se rencontrent. Est-ce que un des deux desperados va devenir trou affectif, trou noir affectif parce que c'est pour se combler un de l'autre en complémentarité? Comment ça fonctionne? C'est parce que, en fait, si deux desperados se rencontrent, il y en a un qui va devenir trou noir parce que ça peut pas marcher, ça coince. Et pourquoi il va devenir trou noir? Parce qu'il va sentir qu'il a le dessus sur celui-là. Oui. Et si tu as deux trous noirs affectifs qui se rencontrent, parce que moi j'étais trou noir affectif et j'ai rencontré mon mari qui était trou noir affectif, c'est moi qui suis devenue desperado parce que je me suis mis en tête de le sauver. Donc je me suis rendue esclave. Oui. Et j'ai été desperado avec le second aussi, avec le second conjoint, parce que je voulais les sauver. D'un seul coup, j'ai basculé dans le clan des desperados parce que je voulais les sauver. Parce qu'ils étaient au même niveau de déséquilibre que moi. C'est comme si je les reconnaissais dans la même détresse que moi. Mais moi, je me suis mise dans le rôle du sauveur. Alors que ceux avant moi, ils me couraient après parce que je leur échappais. Je vivais comme un homme à l'époque. Hein. C'est dans les années 80. C'est-à-dire, normalement, c'était les hommes qui remontaient leurs pantalons qui disparaissaient au petit matin. Mais c'était moi, là. C'était moi qui disparaissais parce que je voulais pas avoir deux relations avec le même gars. Je voulais pas qu'on me mette le point dessus. Donc, ils me couraient après. Ils me couraient après. Puis, mais je n'éprouvais rien pour eux. Puis c'est là que je comprends les trous noirs affectifs qu'on traite de pervers narcissiques et de monstres. Mais non, il faut comprendre que c'est une stratégie de survie. Ils ne ressentent rien. Et ils sont faits pour prendre. Si on est tous les deux dans une forêt et qu'on est perdu, mon cher Alex, je vais faire un collet, on va attraper un lapin, puis on va le manger. On est des pervers narcissiques? Oui, c'est ça, c'est non. On a faim. Donc, il faut comprendre que c'est une stratégie de survie. Mais oui, c'est un besoin qu'on comble. Oui, il faut besoin de... Quand on traite le trou noir de pervers narcissique manipulateur, n'est-ce pas? Oui. Bon. Mais et le desperado qui donne tout dans l'espoir d'acheter, il n'est pas pervers, lui? Mais d'une certaine façon, il répond aux besoins, c'est en complémentarité, là. Les deux sont... Mais les deux sont pervers. Il y en a un qui prend tout et l'autre qui donne tout dans l'espoir d'acheter. C'est je te donne, mais je veux ça en échange. Et l'autre, il prend tout parce qu'on lui donne. Qui est pervers? Ou aucun des deux ne l'est, ou les deux le sont. Match nul, balle au centre. Donc, il faut comprendre que oui, ils sont brillants, oui, ils sont plus intelligents que toi. Si la lionne, elle court pas plus vite que la gazelle, elle va rien bouffer, on s'entend. Mais il faut savoir que la lionne, elle va courir après la gazelle qui est la plus faible, la plus jeune, la plus malade ou la plus vieille. Elle va pas courir après la championne du monde de vitesse. Donc les trous noirs affectifs vont s'attaquer à des proies faciles. Oui. Et plus tu es en manque de confiance, plus tu vas attirer un grand prédateur parce que tu vas attirer quelqu'un qui va te prendre encore plus pour une proie facile. Et il faut savoir que dans les relations, tu vas de pire en pire. À chaque relation, la relation t'arrache un bout de ta confiance, et ben moins tu as confiance en toi, plus tu attires des grands prédateurs. Oui, je comprends Pascal Piquet parce que il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur les pervers narcissiques. On va juste mettre les gens qui écoutent, les auditeurs et les auditrices qui écoutent Radio Webpré présentement et qui vont voir la vidéo sur YouTube. C'est que les pervers narcissiques, c'est par rapport à leur enfance. Ils ont eu aussi des blessures narcissiques. Il y a le narcissisme normal et pathologique. Les pervers narcissiques, habituellement, c'est qu'ils ont besoin de l'autre pour se rehausser leur narcissisme. En fin de compte, ils éprouvent une joie, en fin de compte, en faisant mal à l'autre. Mais l'autre, c'est un peu sadomaso d'une certaine façon, comme tu dis, parce que l'autre, il reste. Non, Non, c'est pas ça? Oui, mais regarde, c'est une pathologie, c'est une maladie mentale. Le vrai pervers narcissique, c'est une maladie mentale. C'est un trouble de santé mentale, ben oui.
Mais oui, donc ceux-là, on espère qu'ils sont médicamentés ou à l'hôpital psychiatrique. Mais quand tu es en dépendance affective et que tu prends tout, tu n'as pas une immense jouissance de torturer quelqu'un, c'est pas vrai. C'est-à-dire que ce que tu fais, moi là, les hommes, je les torturais pas. J'avais une relation sexuelle avec eux, mais je disparaissais de la circulation, ils me couraient après, je faisais tout ce que je pouvais pour les repousser. Oui. J'en voulais pas, mais je me disais pas. Je vais leur faire du mal, tiens. J'adore ça, les voir ramper devant moi et pleurer, jamais de la vie. Non, donc, dans la dépendance affective émotive, on s'extrait des problèmes de santé mentale. Hein. Les problèmes de santé mentale, c'est pas mon rayon. Mais dans la dépendance affective, c'est ça, c'est celui qui... Ils ont souffert les deux, hein. Autant le Desperado que le Trôneur, ils ont souffert les deux. Mais ils n'ont pas la même stratégie de survie et souvent il y en a un qui est complètement bloqué dans ses émotions, il ne ressent rien. Moi je me souviens très bien d'avoir fait en sorte de ne rien ressentir parce qu'à 3 ans et demi je partais en colonie de vacances avec mon nounours sous le bras et tu sais les gamins sont monstrueux donc il fallait pas pleurer et il te piquait ton nounours, celui qui faisait pipi au lit il se faisait harceler puis on se moquait de lui. Après j'étais en colonie de vacances, après j'étais en pension, tu ne montres pas tes émotions, c'est la jungle. Donc j'avais coupé mes émotions, je ne pleurais pas, je ne montrais rien, même si je souffrais en dedans, je ne montrais plus rien. Ce qui fait que quand je suis arrivée dans ma vie affective, je ressentais rien. Mon premier petit copain qui m'a respecté, j'avais 20 ans, il m'a respecté, il m'a attendu, c'était un amour de garçon, c'était le profil de mon père, un Desperado, n'est-ce pas? Eh bien, je me suis dit au bout d'un moment, il est ennuyeux, lui, et je suis partie. Mais je lui ai roulé dessus sans m'en rendre compte. Je lui ai présenté mes excuses depuis. Je lui ai envoyé le syndrome de Tarzan en lui disant c'est génial. Pour que tu comprennes comment j'étais à l'époque. Et il m'a dit qu'il me pardonnait largement. Ah ben oui, c'est génial. Mais oui. Parce que c'est vrai que les gens qui sont dépendants affectifs, ils s'en vont vers les mauvaises personnes, là, parce que ceux qui les respectent, qui les aiment, qui sont affectueux, qui sont respectueux, là, ils vont fuir, ils fuient ces gens-là, puis ils collent, ils s'accrochent aux gens qui leur font du mal. Mais c'est ce que j'ai dit souvent en conférence, Alex. Je dis, les beaux ténébreux qui souffrent et les belles en détresse, laissez-les sur le bord de la route. Il y a des dépanneuses pour ça. C'est moi. Oui, c'est ça. C'est moi la dépanneuse. Mais essayez pas de sauver une belle en détresse. Combien de clients j'ai eu qui ont sauvé une belle en détresse, tout fiers d'eux, en pensant qu'elles étaient trop belles pour eux, mais que parce qu'ils les avaient sauvées, elles allaient les aimer. Pas du tout. Ils les remettaient à flot, si tu veux, ils les remettaient à d'aplomb. Elles repartaient vers le même qui les avait détruites ou vers un pire que lui. Et mes clients étaient dévastés. Ils disaient, mais après tout ce que j'ai fait pour eux. Mais la question n'est pas là. C'est que, en fait, ce sont des programmations. Le langage affectif qu'on t'a parlé dans ton enfance, c'est celui que tu vas reprendre dans ta vie d'adulte et tu vas aller chercher des gens qui vont te traiter de la même façon. C'est aussi fou que ça, mais le cerveau a engrammé des informations et c'est un langage. Si tu as parlé le français de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tu vas continuer à parler le français. Eh bien, les programmations, c'est ça. Si tu as eu des parents reconnaissants, affectueux, protecteurs, eh bien, des gens qui vont te maltraiter, tu les fuis. Tu dis, mais il est pas normal, lui. Qu'est-ce qui lui prend? Ou elle est pas normale. Tu vas les fuir. Tu vas les fuir. Mais si tu as été maltraité dans ton enfance, peu importe le niveau de maltraitance, tu vas aller chercher des gens qui vont te traiter de la même façon plus tard, soit dans ta vie privée, soit dans ta vie professionnelle, sociale et privée. Mais c'est un langage que ton cerveau a enregistré et c'est un langage que tu vas parler plus tard dans ta vie d'adulte. Aussi simple que ça. Oui, parce que c'est l'empreinte, l'imprinting, là. Puis c'est aussi parce qu'on répète les mêmes patterns qu'on a vécu pendant l'enfance. Mettons, pas seulement pour la dépendance affective, mais mettons quelqu'un qui était l'aidant naturel dans sa famille, qui était le psychologue ou la psychologue ou l'infirmier ou l'infirmière qui aidait toujours sa famille, pourrait se retrouver dans une relation amoureuse, en fin de compte, d'aidant, en fin de compte, celui qui veut sauver, parce que c'est ça, j'aimerais ça qu'on en parle aussi étant donné que tu l'avais mentionné, Pascal, Stephen Karpman, le fameux triangle de Karpman, triangle dramatique là. Donc c'est bourreau, victime, sauveur. Donc et c'est ça je voudrais qu'on en parle des témoins parce que la majorité des témoins restent des témoins. Qu'est-ce qu'ils font les gens de l'entourage? Est-ce que comment tu vois ça, les gens qui se sont confiés à toi, parce qu'il y a toujours victime, il y a bourreau, mais les témoins, habituellement, ils restent neutres, ils peuvent pas aider, ils se sentent comme impuissants par rapport à quelqu'un qui vit de la dépendance affective. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils peuvent rien faire. De toute façon, ils ne peuvent que constater les dégâts. Souvent, on finit par user les amis à force de leur raconter je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu, il m'a fait ci, il m'a fait ça, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, je suis revenu. La famille et les amis, ils en ont assez. Ils veulent plus en entendre parler parce que d'abord, ils traitent la personne de fou, de folle. Ça, c'est...
Et depuis de leur point de vue à eux, bah, c'est pas normal de retourner vers quelqu'un qui t'humilie, qui te frappe, violence verbale, physique, toutes les violences que tu peux mettre, psychologiques, sexuelles, économiques. Tu dis mais c'est pas possible. Mais tu sais, quand quelqu'un me dit cette femme-là, elle doit aimer les coups parce qu'elle est encore avec un homme qui la frappe, ou cet homme-là, il doit aimer être cocu parce qu'il est avec une femme qui le trompe, et puis ni l'un ni l'autre ne sont capables de quitter leur conjoint en les traitant d'imbéciles. Et alors je leur dis c'est très simple, je t'emmène en haut du Grand Canyon, je te mets sur le bord du gouffre et je te dis soit je te frappe, soit tu sautes dans le vide. Que fais-tu? Évidemment que la personne va me dire mais je me laisse frapper. Je dis ben voilà, tu viens de comprendre la dépendance émotive, c'est-à-dire que pour ces personnes-là, être frappé, humilié, tout ce que tu veux, maltraité, c'est mieux que d'être seul, sinon tu sautes dans le vide et tu crèves. Et la dépendance affective et émotive, c'est épouvantable, c'est une douleur tellement immense qu'elle pousse non seulement à se suicider, mais elle pousse aussi à tuer les autres, parce que moi j'ai essayé de tuer mes deux conjoints. Oui, donc moi j'étais pas du style à me tuer moi, mais il y a combien de personnes qui se suicident parce qu'elles sont quittées, parce que c'est un tel vide à l'intérieur, c'est un gouffre sans fond dans lequel tu tombes en permanence, il fait froid et nuit tout le temps, c'est épouvantable. Et pourtant, ça n'est qu'une sensation, parce qu'on est tous capables de vivre célibataire, mais ça n'est qu'une sensation qui a été engrammée dans l'enfance en reposant sur les 5 blessures que Lise Bourbeau a mises à jour, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc quand tu trimbales ces blessures depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui en tant qu'adulte et que quelqu'un appuie dessus, j'appelle ça les... J'ai fait un petit bricolage. Oui. Regarde, je ne sais pas si tu le vois bien. Oui, je le vois. J'ai fait, tu sais, l'être humain qui est plié par les blessures, tu vois, il a les blessures, les corps sensibles. C'est le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Donc, soit on tire sur les cordes sensibles tout seul, on a peur du rejet, de l'abandon, on se sent rejeté, abandonné, trahi, c'est de l'injustice, l'humiliation. Soit ce sont les autres qui vont tirer dessus. Résultat, eh bien, on est complètement contrôlé par ce que j'appelle l'enfant intérieur, hein, c'est-à-dire l'enfant intérieur qui ressurgit, qui prend les commandes quand ces blessures-là sont activées. Et là, le côté adulte n'a plus son mot à dire. On est sous l'emprise de l'enfant. Je vais te montrer comment je symbolise l'enfant intérieur. Ben, c'est sûr que ce ne sera pas visible en radio, mais en vidéo au moins. Mais tu vas voir, ça va t'amuser. En fait, voilà, est-ce que tu le vois bien? Oui, ben mets-le plus haut. Plus haut, plus haut. Oui, oui, je le vois. Oh my God, oui, je comprends. Ça, c'est l'enfant intérieur dont j'ai mis un bébé qui a les yeux exorbités, qui est terrifié. Mais, oh my God! Oui, la terreur, la peur extrême. Oui, oui, je vois. Mais ça c'est l'enfant intérieur. Et j'ai écrit le premier qui a peur a perdu. Donc, c'est l'enfant intérieur. Quand il prend commande, il est plus fort que vous. Il vous pousse vers les mauvaises personnes, il vous pousse dans les addictions, il vous pousse dans les tocs, dans l'anxiété, il vous pousse dans les phobies, il vous pousse dans dépression, burn-out, suicide et meurtre. C'est lui. Oui. C'est lui. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire grandir cet enfant intérieur de façon à ce que l'adulte prenne le contrôle. Je dirais même, il faut le virer, de façon à ce que l'adulte prenne le contrôle. Parce que quand une certaine philosophie te dit qu'il faut le dorloter, le chouchouter et le rassurer, mais tu peux pas rassurer quelqu'un qui est en panique. Si tu es agent de bord et que tu es dans un avion et qu'il y a un terroriste en première classe et que tu sais qu'il va sauter sur le dos du pilote, est-ce que tu es tenté de lui servir du champagne ou est-ce que tu es tenté de le prendre par la peau des fesses et de le sortir de l'avion? Donc moi, ce que je préconise, c'est de le sortir de l'avion. Ce qu'on fait avec mes clients, c'est qu'on reprend la croissance affective où elle s'est bloquée et on reconstruit la confiance et l'estime de façon à ce que l'adulte reprenne les commandes en totalité et que l'enfant intérieur n'existe plus. Lui, il doit rester à ses 6 ans avec un bon père et une bonne mère dans la joie et la bonne humeur. Oui. À ne pas confondre, Alex, parce que souvent on me vole dans les plumes quand je dis qu'il faut botter les fesses de l'enfant intérieur, à ne pas confondre avec l'âme d'enfant. L'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser, à s'émerveiller, à rire, à apprendre, à jouer. Précieux, ça prend pas une ride. Moi, la mienne, elle est très présente. Mais l'enfant intérieur, il rime avec peur. Lui, c'est toutes les peurs. La peur du rejet, la peur de l'abandon, ce qu'on a cité, mais c'est aussi le sentiment de culpabilité, la peine, le doute. Tout ça, c'est toutes ces émotions négatives, c'est l'enfant intérieur qui les vit parce qu'on n'a pas grandi. Et le plus fou là-dedans, c'est que dans certaines sphères de votre vie, vous êtes parfaitement adulte. Dans votre vie professionnelle, vous êtes un manager, vous êtes un homme d'affaires, vous êtes une femme carriériste. Et quand on arrive à votre vie privée, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé. C'est-à-dire que c'est l'enfant intérieur qui a pris les commandes et vous avez 6 ans.
Oui. Et c'est ce qui fait qu'on confond avec des maladies mentales parce qu'il y a de telles variations d'humeur qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce problème-là? Mais c'est parce qu'un stimulus externe va vous ramener dans vos chaussures d'enfant instantanément et d'un seul coup on n'a plus un adulte en face de nous. Oui. Il y a ces caprices, colère, peine, culpabilité, on n'a plus doute, et toutes les peurs qui vont s'associer. Et là on n'a plus un être adulte en face de nous, on a un enfant, un bébé. Oui, je comprends. Donc, je vais pas trop rentrer dans ta vie personnelle, c'est pas ça le but. Tu peux y aller, non, je veux dire, c'est que tu as retrouvé cet enfant intérieur-là, puis là, tu es en couple depuis plusieurs années, après avoir été abstinente pendant 11 ans. C'est ça ce qui est écrit dans le livre, là. Oui, parce que tu as la version de 2015. Effectivement, j'ai été abstinente et célibataire pendant 11 ans parce que je ne voulais pas me replacer dans les griffes d'un troisième conjoint, parce que déjà le deuxième était assez gratiné, donc je me disais le troisième, si j'en prends un autre, ça va être l'antéchrist ou le diable lui-même. Tu sais, là j'avais compris que j'avais atteint les ligues majeures déjà avec le deuxième, j'avais peur. Donc tu ne voulais pas faire jamais 203 comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est exactement. C'est exactement ça. J'ai dit non, le troisième, il va être encore pire que les deux premiers. Et puis on était déjà dans les ligues majeures. Donc j'ai passé 11 ans de célibat et d'abstinence pour comprendre ce qui m'était arrivé, remettre les pièces du casse-tête dans le bon sens, et je me suis rendu compte que l'amour n'est pas un casse-tête. Et ensuite, j'ai eu une relation de 6 ans qui était une relation longue distance, et puis, comme c'était une relation longue distance et qu'on voulait pas vivre ensemble, eh bien, la pandémie a décidé que c'était terminé. Donc, on est reparti chacun de notre côté. Ça fait 4 ans maintenant que je suis célibataire, et je compte bien à 63 ans avoir une autre relation, mais cette fois-ci dans le bon sens, puisque la dernière relation était dans le bon sens aussi. Oui. Donc, je pense que je vais rencontrer quelqu'un pour aller jusqu'au bout du chemin, mais dans la joie et la bonne humeur, avec un côté âme d'enfant très prononcé. Je veux qu'on s'amuse jusqu'au bout. Moi là, je fais que des choses qui m'amusent, Alex, sinon je le fais pas. Oui, est-ce que pendant 11 ans, parce que les gens qui sont célibataires, moi aussi je suis célibataire pendant plusieurs années, puis est-ce que socialement, tu as vu que les gens jugent les gens aussi qui sont seuls depuis 11 ans ou 10 ans? Est-ce que tu as vécu ce jugement-là? Mais oui, on m'a dit que j'étais pas normale, que j'étais pas équilibrée. Ce à quoi j'ai répondu que Mère Teresa devait être sacrément déséquilibrée, Nelson Mandela aussi, parce qu'ils ont été sevrés de sexe. Mais je me suis moquée. J'ai dit, mais bien sûr, tu penses vraiment que il faut faire n'importe quoi avec n'importe qui pour être équilibré. C'est ça pour toi, le sens des valeurs. Donc, ce que je dis, moi, à mes clients qui sont célibataires et qui subissent ce genre de commentaires, je leur dis, si on te dit, tu places la barre trop haut, je dis, réponds simplement. La barre trop haut, ouais. Tu places la barre trop haut, je dis, bah, tu réponds, je place la barre à ma hauteur. Oui, exactement. Génial. Ensuite, bah, tu dis simplement que le célibat, c'est la sagesse d'attendre la bonne personne. Oui. Alors, évidemment, puisque je suis spécialisée en dépendance affective, en bonheur, et je donne des conseils sur comment choisir la bonne personne, c'est comment choisir la bonne personne, c'est pas comment la rencontrer. C'est une fois que vous l'avez rencontrée, comment évaluer si c'est une bonne candidature ou pas. Et quand on me dit, ouais, mais tu donnes des conseils, t'es toujours célibataire, oui, tant mieux. Et si tu me voyais qu'un imbécile, là, tu pourrais te poser des questions. Ouais. Mais je préfère parce que mieux vaut être, c'est ça, parce que mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, on le comprend avec les années puis le vécu, là, oui. Voilà. Ça veut dire que je vais prendre soin de choisir la prochaine personne, si prochaine personne il y a, mais je préfère être heureuse toute seule que malheureuse à deux, ça c'est clair. Donc, soit ce sera un homme extraordinaire, le meilleur des hommes pour moi, et je serai la meilleure des femmes pour lui, soit je serai célibataire jusqu'à la fin de mes jours, et youpi, je suis très bien comme ça aussi. Je ne tire pas mon bonheur de l'extérieur, je le tire de moi-même. J'ai pas besoin d'un homme pour me rendre heureuse. Mais je peux multiplier mon bonheur avec quelqu'un d'autre, on peut le partager et rigoler ensemble, mais je n'ai pas besoin de l'extérieur pour être heureuse, je le suis. Oui, exactement. Parce qu'il faut être bien heureux ou heureuse soi-même. Et aussi, je suis heureux quand je suis avec toi. Je suis bien avec toi, mais je suis bien aussi sans toi, puis je suis bien aussi tout seul. C'est ça? Oui, c'est ce que je dis. Le célibat heureux, c'est le diplôme qui te permet l'accès à l'université des couples heureux. Oui. Et tu sais, ce qui est amusant dans mon cas, c'est que quand j'étais dans les turbulences et que je me demandais comment j'allais m'en sortir et je ne savais plus où j'étais, en fait, je n'ai pas cherché le bonheur. C'est ça qui est amusant. J'ai trouvé le bonheur en fuyant le malheur. Oui.
à force de fuir le malheur, à force de fuir l'inconfort, l'anxiété, j'ai fini par trouver le bonheur. Et maintenant que je l'ai, j'ai les deux pieds dedans, plus personne ne m'en sortira. Donc, je suis très vigilante et j'explique à mes clients comment préserver ce bonheur. Je leur explique comment construire le bonheur et comment le maintenir avec des consignes de sécurité très simples. Et en même temps, on va reconstruire la confiance et l'estime. Oui. Donc, maintenant que j'ai construit mon bonheur, je laisserai personne mettre un coup de pied dedans, ça c'est sûr. Personne. Oui, je comprends. Donc, tu as été aussi collaboratrice dans les médias. Tu as passé à plusieurs émissions de radio et de télévision. Oui, oui. Donc, tu as passé à Denis Lévesque combien de fois? L'émission de Denis Lévesque à TVA, LCN? 2 fois? Est-ce que c'était lors de la sortie du livre Le syndrome de Tarzan? La première fois, c'était pour le syndrome de Tarzan, effectivement, et la deuxième fois, c'était pour un sujet d'actualité. Oui, je t'avais vu pour le sujet d'actualité, ça fait quelques années de ça, je pense, oui. Ça, je me rappelle. C'est ça, et puis en France, en Europe, j'ai fait beaucoup aussi d'émissions de télé, de radio, j'ai écrit beaucoup de chroniques, et puis j'ai été pendant 7 ans chroniqueuse dans des radios au Québec par téléphone. Oui, c'était quoi les stations de radio au Québec que tu avais fait? Il y en avait une, j'étais avec Jean Sasseville à Rythme FM tous les mercredis matin. Et alors, je peux vous raconter une anecdote. Oui. On m'enlève ma voiture, comme toute bonne Française, quand il y a du déneigement, je l'ai pas mise du bon côté, on m'enlève ma voiture. Je demande aux voisins comment je fais pour récupérer ma voiture. Ils me disent, appelle la mairie. Je fais le 411 pour savoir le numéro de téléphone de la mairie. Et oui. je dis simplement, bonjour, j'aurais besoin du numéro de téléphone de la mairie. On m'a enlevé ma voiture. Et la voix de l'autre côté répond, je connais cette voix. Je me demande où est-ce que j'ai appelé. Elle me dit, oui, je vous reconnais, je connais cette voix. Et elle me dit, vous êtes tous les mercredis matins sur Rythme FM. Et c'est là que j'ai appris que le 411 est à Québec. Et elle m'entendait tous les mercredis matins sur Rythme FM avec Jean Sasseville. Et elle a reconnu ma voix. OK, c'est bon. Quelle autre station de radio au Québec, c'était quoi? Alors, après, il y en avait une autre à Rimouski, je me souviens pas très bien. Après, une autre à Sept-Îles. À Sept-Îles, j'en ai fait pendant très très longtemps. Oui. J'ai fait Shawinigan aussi. Donc Rimouski, Shawinigan, Sept-Îles. Oui. Et puis Rythme FM à Québec. Oui, j'ai. Génial. Puis, aussi, j'ai vu aussi que tu donnais des entrevues aussi en France aussi. Là, je l'ai vu là à travers les années. Je te suivais sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ton site web aussi. Rappelle-nous ton site web, c'est quoi? PascalPiquet.com, tout simplement. Parfait. Pascal Piquet comme un piquet avec ET à la fin. PascalPiquet.com. Ou alors tapez dépendance affective ou syndrome de Tarzan, vous allez me retrouver. Parfait. Et sur quels réseaux sociaux est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je suis sur Facebook professionnel, sur Twitter, X, sur Instagram, LinkedIn et puis YouTube. Ouais, parfait. Est-ce que tu peux nous montrer tes livres? Parce que j'aimerais aussi te réinviter à l'émission parce qu'on n'a pas eu le temps de parler des autres livres aussi. Donc, les autres livres. Donc, le premier, c'est Le syndrome de Tarzan. Moi, j'ai la version éditée, là. OK, de Béliveau Éditeur. Ensuite, Gagner au jeu des échecs amoureux, être heureux en amour, ça s'apprend de Béliveau Éditeur. C'est un best-seller aussi, là, oui. Après, j'ai écrit celui-là pour mes clients qui redevenaient célibataires. C'est dur pour une nuit ou charmé pour la vie. Oui, génial. Oui, je l'avais vu à travers les années. Oui. Et puis, La jungle des comportements humains qui est plus axé entreprise. Celui-là, c'est plus pour l'entreprise. Oui, génial. Et puis, il y a donc Pourquoi récupérer son ex, qui est le 5e. Après, il y a la divorcée retrouve sa liberté, c'est un cahier d'exercice. Et Si la libido pouvait parler, c'est un livre d'intrigue, d'humour et d'érotisme qui est écrit quand même par une coach. Hein. Je n'ai pas écrit des galipettes juste pour écrire des galipettes. Oui. Il y a des messages dedans qui sont des messages porteurs. Il y a beaucoup d'humour. On ne devine jamais la fin. Il y a 19 nouvelles différentes. Et c'est très, ça enseigne beaucoup. Hein. Ça pousse au respect des hommes et des femmes. Et je vais te le dire, je suis anti-pornographie. Mes textes sont sans aucun mot grossier. C'est plein de métaphores. C'est léger, c'est amusant. Je suis très fière. Alors c'est la première fois que je me lance dans ce genre d'écriture. C'est la première fois que j'écris des histoires. Donc on verra bien, Alex, comment le public va recevoir ce nouvel ouvrage. Je suis curieuse. Oui, bien sûr. Donc, quand cette émission sera diffusée à Radio Webpré sur les réseaux sociaux, ton livre va sortir. Si la libido pouvait parler. Et la page d'ouverture, c'est
Oui. Donc, je l'ai vu sur Facebook, Puis Facebook t'avait menacé de te bloquer. Ils me l'ont enlevé. Oui, oh my God, oui, je comprends. Ils me l'ont enlevé. Ils l'ont fait sauter, puis je l'ai remise et là ils l'ont accepté. Mais ouais, je comprends. Et puis j'ai aussi des vidéos sur YouTube qui présentent des résumés des petites nouvelles qu'on trouve dans Si la libido pouvait parler. Donc il y a beaucoup d'animations sur ma page, sur ma chaîne YouTube aussi et sur Facebook. Bien sûr. Donc, est-ce que tu voudrais faire une seconde entrevue? Une seconde, une troisième, une quatrième, une quinzième. Ok, donc on fera une seconde. Tu sais que je suis aussi bavarde que toi, donc parce que j'aimerais qu'on parle des autres livres aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps. Alors, ça peut être des sujets, bien sûr. Je vais te réinviter. Donc, on a déjà passé l'heure. Donc, on va se laisser pour cette première entrevue. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci infiniment. Merci, ça me fait plaisir. Merci Pascal Piquet infiniment d'avoir accepté d'être invité à l'émission Témoignages de vie. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé et le message de fin, c'est le bonheur existe. Il faut juste aller le chercher. Oui, c'est ça le message. Donc, on va en reparler aussi d'autres messages aussi. Merci infiniment tout le monde d'avoir écouté. Donc, c'était Pascal Piquet qui est conférencière. On va en parler de tes conférences aussi, de ton nouveau livre. Tu as écrit 7 livres. En fin de compte, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu es la spécialiste de la dépendance affective. Tu es coach aussi, maître... Postmaître en PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Tu as collaboré beaucoup avec les médias. Tu es une grande communicatrice et aussi, j'ajouterais, une excellente vulgarisatrice. Merci. Donc, merci infiniment tout le monde d'avoir écouté cette émission en témoignage de vie, de nous suivre sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, puis tu vas partager aussi sur d'autres réseaux sociaux. Donc, merci tout le monde, bien dans sa tête, bien dans sa peau, puis on va se revoir pour une prochaine entrevue. Merci tout le monde, au revoir. Bye.